ce webinaire organisé par Néologie en partenariat avec la société Hippocampe Studio et la plateforme de financement participatif J'adopte un projet. Je suis Hélène Gattard, Startup Manager Financement à Néologie, et je rappelle que Néologie, Technopole de Grand Poitiers, possède 3 grandes missions: accompagner, héberger et animer. Et dans ce cadre-là, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anthony Thibault, le dirigeant de la société Hippocampe Studio, qui va nous partager ses expériences sur le financement participatif. Suite à cette présentation d'Anthony, nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir Margot Ségré, chargée de développement territorial pour la plateforme de crowdfunding J'adopte un projet, qui nous expliquera également comment réussir sa campagne de financement participatif. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vos questions seront ensuite relayées à nos intervenants. Et nous allons donner la parole à Anthony pour son partage d'expérience. Désolé pour ces petits contretemps techniques. Bon, du coup, merci déjà de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire sur le crowdfunding. Donc, je me présente très rapidement. Je m'appelle Anthony Thibault, je suis entrepreneur sous le nom de Hippocampe Studio depuis une vingtaine d'années à Poitiers. Je suis graphiste, développeur web, motion designer. Et donc, je suis plutôt dans le côté opérationnel de la communication. Et depuis 10-15 ans, j'ai eu plusieurs projets. Donc, ce studio qui est mon métier de base. J'ai également ouvert un espace de coworking il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant, qui s'appelait The Bocal, qui était un des premiers espaces de coworking de Poitiers, qui a duré à peu près 10 ans. Et puis, entre 2017 et 2023, j'ai cofondé et géré une start-up qui s'appelait Fun Trippers, qui était spécialisée dans la création de contenu autour des lieux réels qui apparaissent dans les fictions, dans les films, les séries, les musiques, les BD et les romans. Et autour de ce projet, on a notamment édité plusieurs types de livres, des guides touristiques. Et du coup, c'est notamment à ces occasions-là que j'ai fait des campagnes de crowdfunding. Donc, en 10 ans, j'ai monté et financé 8 campagnes qui ont toutes abouti et avec des objectifs et des besoins assez différents. Là, on voit sur cette image-là, très rapidement, celle qui est en bas à droite, Evan, c'est la première campagne que j'ai montée. Donc là, c'était pas du tout avec la startup Fun Trippers, c'était un projet perso de coproduction d'un documentaire vidéo sur Evan Fournier, qui était un basketteur français qui jouait à Poitiers et qui est parti jouer aux États-Unis. Et le projet, c'était de faire un documentaire pour le suivre le jour de sa draft aux États-Unis et le jour où il allait rejoindre la NBA. Donc là, c'était un besoin très purement financier de produire un documentaire. Et puis pour toutes les autres campagnes, on va le voir plus tard, c'est plutôt pour produire ou prévendre des livres. Alors du coup, on en vient au thème de la journée, comment réussir sa campagne de crowdfunding. Alors c'est plutôt comment mettre toutes les chances de son côté pour réussir sa campagne de crowdfunding. Parce qu'en fait, avec le temps et l'expérience, on se rend compte qu'il y a des bonnes pratiques et au moins des bons réflexes à avoir pour mettre toutes les chances de son côté pour faire aboutir la campagne. Et je pense que la première question à se poser, c'est quelle est la vraie raison d'être de ma campagne? Est-ce que, faut que ce soit clair pour vous dans votre tête, pour que ce soit clair pour les autres, et il y a plein de raisons d'être d'une campagne de crowdfunding. Pourquoi aujourd'hui on en arrive à financer essayer de financer un projet par le crowdfunding? Ça peut être parce que on a essayé les autres types de financement et on n'a pas trouvé, ou c'est pas suffisant, ou on veut utiliser le crowdfunding pour financer une partie d'un projet seulement. Ça peut être plein de choses assez différentes. Mais il y a d'autres raisons d'être, parce qu'on peut aussi avec le crowdfunding tester un marché, par exemple. Tester l'intérêt de marché pour son projet, pour son produit. En gros, je lance une campagne de crowdfunding, si ça marche, je pourrais me lancer dans quelque chose de plus grand, et si ça ne marche pas, c'est peut-être un effet intéressant à prendre en compte en se disant soit ma campagne n'était pas bonne, soit c'est peut-être le projet qui n'est pas suffisamment parlant pour ça. Donc voilà, c'est un des premiers effets intéressants du crowdfunding.
Ensuite, il y a l'idée de financer son premier produit, premier projet, premier service, le POC, le MVP, le numéro 0, tout ce qu'on veut. L'idée, c'est vraiment de dire j'ai besoin de tant d'argent pour faire ce premier produit qui sera le départ d'un projet peut-être plus vaste. Et du coup, on va aller chercher du financement vraiment sur de la masse, du microfinancement sur beaucoup de gens pour financer ce premier produit. Encore une fois, peut-être parce qu'il est cofinancé par un prêt, par des subventions, par plein de choses, ou alors justement par rien du tout. Et c'est l'idée de dire c'est les utilisateurs finaux de ce premier produit qui vont déjà le prépayer. Et après, il y a d'autres raisons d'être d'une campagne, hein, comme par exemple attirer l'attention. En gros, c'est bénéficier du choc que peut être une campagne à son lancement, d'être vu un peu partout, de profiter d'une communauté sur la plateforme en question qu'on aura choisie pour avoir plus de visibilité sur son projet, son produit. Ça peut être valable, par exemple, si ce n'est pas justement au départ d'une entreprise, mais plutôt développement d'un nouveau projet, d'un nouveau produit. Remettre un petit focus sur soi au moment du lancement d'un nouveau produit, ça peut être intéressant aussi. Et puis après, il y a des choses où moi je maîtrise moins bien, mais des campagnes de crowdfunding qui peuvent être utilisées pour lever des fonds, pour éviter de se faire diluer dans le capital tout en faisant grossir. Donc ça, il y a des plateformes spécifiques là-dessus. Là, je ne rentrerai pas dans ce détail-là aujourd'hui, mais voilà, il peut y avoir plein de raisons pour créer une campagne, et il faut déjà être assez au clair avec ça, avec soi-même sur cette partie-là, avant de se lancer. Dans mon cas, donc là je vais vous donner quelques exemples dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en gros, le premier, c'était financer la production d'un documentaire. Donc là, l'idée, c'était, quoi qu'il arrive, on va faire le documentaire, mais on avait des frais de déplacement, il fallait aller à New York filmer. Donc voilà, tout de suite, on rentre dans des frais importants. Et puis, c'était une autre époque où on sortait des films sur support physique. Donc, il fallait fabriquer les DVD, notamment. Donc, il y avait de la fabrication en plus de tout ce que nous, on apportait en service et en compétences déjà au projet, c'est-à-dire savoir filmer, monter, habiller, diffuser, organiser les événements, etc. Tout ça autour de ce projet-là. Mais les frais inhérents vraiment à la production du documentaire, l'idée, c'était de les financer comme ça, et ça a très bien fonctionné, puisque je crois qu'on a réussi à lever 11 000 € à peu près, alors qu'on avait besoin de 10 000, me semble-t-il. Donc voilà, c'était un premier projet assez intéressant. Et après, par la suite, on a eu aussi des besoins avec Funtrippers de financer le numéro 0, financer le premier guide, qui était le guide aussi sur New York. Alors, ça n'a pas de rapport entre les deux, mais c'est vrai qu'il y a tout le temps New York en fil conducteur. Donc là, pareil, c'était l'impression qui coûtait assez cher, le travail de documentation, le travail sur place, aller sur place, faire les photos, vérifier les lieux qu'on allait mettre, parce qu'il y avait 1000 lieux dans le guide touristique. Donc on est allé vérifier chaque lieu sur place, voir s'il existait, le prendre en photo, etc. etc. Donc tout ça, ça a un coût aussi fort. Et puis c'était le démarrage de la start-up en plus. Donc en même temps, on validait un peu l'intérêt du public pour notre sujet et pour savoir si en plus il y a un intérêt commercial. C'est-à-dire que les gens peuvent être intéressés par un sujet, c'est pas pour ça qu'ils vont être acheteurs. Et on voulait vérifier un peu tout en même temps. Donc ça fait une grosse pression sur la campagne. Alors qu'en fait, bon, c'est pas forcément la bonne solution, mais ça nous a permis en tout cas de réunir une première communauté de gens intéressés par notre sujet, de financer notre premier guide. Pareil, je pense, je sais même pas la somme là, mais je crois qu'on avait levé 11 000 €. Donc ça nous a permis de payer une grande partie de l'impression qui coûtait pas loin de 15 000 €, je crois. Et puis par la suite, en fait, une fois que l'entreprise a été créée et a commencé à rouler, on a fait d'autres guides, d'autres livres, et à chaque fois, on a fait les campagnes de crowdfunding. Dans les premiers, c'était toujours pour financer l'impression, qui était quand même le poste le plus important. Et puis sur les derniers ouvrages, c'était vraiment plutôt pour les préventes. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on allait les faire, mais on utilisait le crowdfunding et notamment les communautés sur les plateformes de crowdfunding pour prévendre nos futurs bouquins. Et puis un exemple aussi, un dernier exemple, c'est en 2013, quand on a monté l'espace de coworking The Bocal, on aurait pu monter une campagne de crowdfunding. Et là, la raison d'être, justement,
n'était pas suffisant. C'est-à-dire qu'en gros, on avait besoin de 5 000 à 6 000 euros pour faire les premiers travaux, acheter des meubles et monter un peu le projet. Et entre l'énergie que ça nous aurait demandé, les commissions des plateformes, etc., et le temps qu'on avait à notre disposition, on a préféré faire appel à un emprunt bancaire classique. On a remboursé en 7 ou 8 ans, je ne sais plus. Parce que là, on a estimé que le jeu n'en valait pas la chandelle. Donc, il faut aussi jauger parfois par rapport à son projet, par rapport à son temps. Au moment où on fait le projet, est-ce que c'est vraiment pertinent de partir sur du crowdfunding? Une fois qu'on a décidé de partir vraiment sur du crowdfunding, il faut définir les objectifs les plus réalistes possibles. Là, j'ai mis que le crowdfunding n'est pas une solution miracle, parce que c'est assez vrai, c'est que de toute façon, c'est quelque chose qui viendra. Il faut que vous puissiez monter votre projet sans ça. Il faut tout le temps imaginer qu'une campagne de crowdfunding, ça peut ne pas aboutir. Dans ce cas-là, il faut se prévoir déjà un peu en avance. Et si ça n'aboutit pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Est-ce qu'on dégrade notre projet? Est-ce qu'on le fait plus petit? Est-ce qu'on ne le fait pas du tout? Est-ce qu'on a une solution B de financement? Voilà, il peut y avoir toutes ces questions-là à se poser. Et une fois qu'on a ça, on sait aussi qu'il faut définir clairement la somme dont on a besoin. Là, on parle vraiment d'argent pur et dur. C'est vraiment que du financement. Donc, il faut faire le point sur ce qu'on veut récupérer comme argent, ce dont on a vraiment besoin, et les coûts que la campagne va engendrer en plus, il faut prendre en compte dans ce financement-là, parce que pour ramener de l'argent, il faut en dépenser. Quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre, que ce soit de l'argent ou des moyens humains, il va falloir faire une campagne, c'est un investissement avant tout. Donc, il faut mettre dans la balance voilà, ce que j'ai mis, ces coûts de production, les coûts marketing de la campagne, la fabrication ou la création des contreparties, les commissions des plateformes, c'est un point quand même assez intéressant et important. Et il faut calibrer cette somme qu'on veut atteindre aussi par rapport à la communauté qu'on veut aller toucher. Parce que globalement, aujourd'hui, voilà, la moyenne des contributions est entre 50 et 65 euros en Europe sur une campagne de crowdfunding. Le panier moyen, la contribution la plus souvent achetée est autour de 20-25 euros. Les campagnes veulent en général lever en moyenne 4 000 et quelques euros et obtiennent 5 000. Ça, c'est des grands chiffres, c'est des grandes stats du crowdfunding. Maintenant, il faut savoir se positionner par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous avez une communauté ou un produit qui s'adresse à des gens qui ont un très faible revenu et qui vont pouvoir mettre 10 euros dans un projet une fois, il va vous falloir beaucoup de gens pour aller atteindre cet objectif. Donc, plus votre objectif sera haut, plus ce sera compliqué. Donc là, c'est des maths assez bêtes à faire, mais c'est hyper important de bien définir son seuil, surtout qu'il y a beaucoup de plateformes qui partent du principe du tout ou rien, c'est-à-dire que vous atteignez 100%, vous avez tout, vous n'atteignez pas 100%, vous n'avez rien. Et tout le monde est remboursé, tous les gens qui ont prédonné sont remboursés. Donc ça, c'est important aussi. Parfois, il vaut mieux mettre un stade un peu plus bas que ce dont on a vraiment besoin, mais être sûr de l'avoir, tout en prenant en compte qu'il y aura des commissions et tout ça. On est en plus déjà dégradé dès le départ, au moment où on est payé de la plateforme, on ne reçoit qu'une partie de ce qu'on a vraiment engrangé. Donc je le disais tout à l'heure, il faut aussi connaître ses propres capacités avant de se lancer dans une campagne de crowdfunding. Il faut faire le point, c'est le moment aussi, dans un projet, en fait c'est souvent au départ d'un projet qu'on a besoin de crowdfunding, et c'est intéressant de faire le point sur ses ressources à ce moment-là, parce qu'on fait les ressources à la fois du projet et à la fois du crowdfunding, et savoir qu'est-ce qu'on a sous le coude comme ressources humaines, comme logistique, comme ressources financières si besoin pour financer justement les aspects marketing de la campagne, par exemple. C'est bien de savoir tout ça parce que ça va aussi déterminer notre capacité d'action dans la campagne. Parce qu'une campagne, c'est complètement le contraire de on appuie sur un bouton et on attend que ça tombe. C'est un travail quotidien pendant toute la durée de la campagne pour lancer, relancer et avoir du retour sur ce qu'on demande. Donc là, il faut être assez honnête avec soi-même aussi, de se dire
quelle énergie et quel temps je suis capable de consacrer moi et mon équipe à cette campagne-là. En gros, la campagne de crowdfunding, ça va être votre produit du moment. C'est votre autre activité, si vous en avez une, elle va passer un peu au second plan parce que ça va vous prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, à quel niveau on est capable de s'investir pour que derrière, ben, ça puisse fonctionner. Là, j'ai inventé un mot, mais c'est bien de s'auto-swatter soi-même, de se dire, pour cette campagne-là, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, où est-ce que je suis bon et où ça va rouler tout seul, où est-ce que je suis pas très fort et ça va vraiment poser problème, peut-être qu'il va falloir que j'externalise une partie de ce problème-là. Quelle est ma tolérance à l'échec, si jamais ça ne marche pas, quel impact mental ça va avoir sur moi, et à l'inverse aussi, quelle est ma tolérance à la réussite. C'est pas parce que je réussis une campagne de crowdfunding que d'un seul coup, c'est la fête, c'est très cool, mais c'est un financement. Ça reste on aboutit à un financement. Donc tout ça, voilà, c'est aussi, ça peut être un moment de remise en question de soi et de son projet et de son équipe et du dimensionnement par rapport à ce qu'on attend. Et une chose importante aussi, c'est de faire le tour des gens qui peuvent vous aider et qui peuvent changer la donne. Dans une campagne de crowdfunding, parfois, on va voir tout à l'heure, il y a plusieurs phases et il y a une phase qui est assez compliquée où là, être épaulé et avoir un outil à sortir de sa manche en disant « et maintenant, je sors ce contact-là qui va nous aider à passer tel cap », ça c'est hyper important et ça c'est bien de faire le tour un peu avant, de se dire par rapport à mon projet, dans le secteur que je vise, qui peut m'épauler vraiment assez fortement. Et en cherchant, on trouve tout le temps plus ou moins des gens ou des idées. Ensuite, il y a le choix de la plateforme. Là, je précise en fonction de votre cible, parce que ça me semble important, c'est en fonction de votre cible et de votre projet, bien entendu, mais l'important, c'est quand même les gens qui vont donner. Et il faut aller les chercher où ils se trouvent. Si vous avez un projet qui est sur, je sais pas, un truc sur l'écologie, il y a des plateformes spécialisées là-dessus, dont tous les gens qui sont inscrits dessus ont déjà donné à des projets similaires dans le même secteur. Donc ça peut être assez intéressant. C'est des plateformes spécialisées, il y en a plein. Il y en a dans le caritatif, dans l'immobilier, dans les startups, dans le financement, dans les levées de fonds, les produits technologiques. Il y a plein de choses très, très spécialisées. Donc ça va être des plus petites communautés, mais avec un taux d'efficacité semble-t-il meilleur. Je dis semble-t-il parce que moi je suis plutôt allé dans l'inverse, dans les généralistes. Donc c'est les grosses communautés que tout le monde connaît, Ulule, KissKissBankBank, il y a eu Kickstarter, etc. Moi j'ai fait Ulule et KissKissBankBank. Dans les deux cas, l'intérêt pour nous, c'est qu'on avait un projet qui s'adressait au grand public, et le grand public se trouve sur ces plateformes généralistes. Ce qui veut dire aussi que quand on discute avec ces plateformes, la première chose qu'ils vont vous mettre en avant, c'est le fait qu'ils ont une grosse communauté. Mais c'est pas forcément tout le temps un avantage. C'est-à-dire que pour toucher, par exemple, quand on a négocié, nous, à un moment donné, entre KissKissBankBank et Ulule, en disant notre prochaine campagne, on l'a fait chez l'un ou chez l'autre. Donnez-nous vos arguments, chacun. En fait, on a retourné un peu le problème, parce que ne faut pas oublier quand même que les plateformes de crowdfunding, ça reste des acteurs économiques et qu'ils ont un produit à vendre, comme tout le monde, donc on peut faire jouer un peu la concurrence. Et en gros, souvent, c'était oui, mais là, on vient de sortir une newsletter hebdomadaire où on a fait grossir notre communauté, on a 800 000 personnes, donc si on vous met en avant dans la newsletter, il y a 800 000 personnes, voilà. Et donc, comme c'est du généraliste, il y a les règles du marketing qui s'appliquent. Et donc, sur 800 000 personnes, il y en a 200 000 qui vont ouvrir une newsletter, il y en a 80 000 qui vont la lire, il y en a 30 000 qui vont lire votre passage dans la newsletter, il y en a 10 000 qui vont aller sur votre page, il y en a 2 000 qui vont la lire, il y en a 150 qui vont regarder les contreparties, il y en a 30 qui vont les acheter. Et en fait, j'exagère au niveau des chiffres, mais parce que c'est très variable, mais en gros, on retombe dans le fameux grand tunnel où, à la fin, on a un tout petit pourcentage de tous ces gens-là. Sur les plateformes spécialisées, je ne connais pas, mais je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir 500 personnes, et sur les 500 personnes, il y en a peut-être aussi 30 qui vont venir acheter à la fin. Donc le ratio performance est bien meilleur, mais on s'adresse à beaucoup moins de gens.
Donc, voilà, savoir spécialiser ou généraliste, c'est vraiment en fonction de votre projet et du monde dans lequel vous évoluez. Il faut faire attention aux frais et commissions de la plateforme, donc ça on l'a déjà dit, mais c'est vrai que ça peut varier. Moi j'ai noté de 3 à 12, c'est ce que j'ai vu en vrai. Je pense que ça peut même aller plus et que ça peut peut-être se négocier moins, ça dépend. Mais en gros, les généralistes, par exemple, prennent 8%. Donc 8%, quand vous cherchez 10 000 euros, bah, c'est déjà un bon petit billet à sortir à la fin pour juste avoir eu accès à une plateforme. Donc il faut qu'il y ait du service un peu derrière. Donc ça veut dire qu'il faut étudier sur la plateforme son taux de réussite, la qualité du support, la qualité de l'accompagnement, est-ce qu'ils font une sélection ou pas, ou est-ce qu'ils prennent tout le monde, est-ce que, voilà, il faut étudier les offres comme si vous achetiez un produit sur Internet et faire un comparatif et choisir à la fin en fonction d'éléments assez précis, quoi. Ensuite, une fois qu'on a choisi notre plateforme, le plus important, c'est de segmenter les cercles de contributeurs. C'est un mot un peu compliqué, mais c'est assez simple au final. C'est de se dire qui va acheter mes contributions et pour quelles raisons. Et une fois qu'on a fait ça, en gros, il y a 3 cercles. Il y a le cercle de l'entourage proche, qui est le premier cercle. C'est le cercle qu'on va aller démarcher dès le départ, voire même avant le lancement de la campagne. C'est les gens que vous connaissez, que vous côtoyez quasiment tous les jours. Donc c'est famille, amis, collègues, adhérents de votre association, si vous en avez une, vos clients proches, si c'est dans le business. Et c'est des gens à qui vous allez parler de votre projet comme vous parlez tous les jours. Donc communication personnelle, directe, messagerie instantanée si vous parlez comme ça avec eux, c'est le mode de communication que vous avez avec ces gens-là habituellement. Et vous allez, en fait, à la fin, il faut qu'eux comprennent que le jour du lancement de la campagne, ils sont très fortement incités à participer à votre projet parce que vous les aimez bien, ils vous aiment bien, il n'y a pas de raison. Voilà. Et c'est ces gens-là qui vont donner la première impulsion à votre campagne. Donc c'est hyper important de travailler ce premier cercle d'entourage. Le deuxième cercle, c'est l'entourage élargi, donc c'est des gens auxquels vous n'avez pas forcément accès en première instance. C'est les amis d'amis, c'est les connaissances un peu loin, les gens que vous côtoyez, que vous connaissez, des chefs d'entreprise que vous connaissez de temps en temps, des collègues que vous avez vus depuis un petit moment, des connaissances que vous avez depuis très longtemps, mais qui sont moins actives, des communautés sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et ça, c'est une communication auprès de ces gens-là, vous allez faire une communication par email, principalement, ou par réseaux sociaux, mais j'insiste là-dessus, de façon personnalisée. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer une newsletter à tous ces gens-là en disant « il y a une campagne, venez participer, cliquez ici ». Ça ne fonctionnera pas. L'idée, c'est vraiment de tout le temps mettre un petit message personnel en plus pour que les gens qui ne sont pas dupes, ils savent ce que vous attendez d'eux, mais il y a un petit truc humain en plus qui fait que ça va déclencher potentiellement chez eux le clic en plus. Ça, c'est hyper important et c'est presque cette partie-là la plus chronophage. Et le troisième cercle, c'est le grand public. Alors là, c'est vraiment de la communication très très large. C'est des gens que vous allez atteindre par les médias, par les influenceurs, par les acteurs du marché de votre secteur, par des relations presse, par la communication la plus large possible. Donc ça, c'est tout un boulot à faire et à préparer bien en amont pour pouvoir le déclencher à un moment précis de la campagne. Et là, c'est d'aller choper des inconnus. Donc c'est des inconnus qui seraient intéressés par votre projet, qui ne vous connaissent pas encore et qui, la première entrée sur votre projet, ce sera acheter une contrepartie sur votre campagne. Donc voilà, il faut pouvoir convaincre les gens de ça. D'ailleurs, les contreparties, c'est l'élément le plus important de la campagne. Parce que pendant tout le temps de la campagne, ces contreparties, ça devient vos nouveaux produits. Si vous avez une activité beaucoup plus large, etc., pendant la campagne, ces produits-là, c'est ce que les gens vont venir acheter. Quand ils vont mettre de l'argent, ils vont cliquer sur ce bouton-là pour acheter ce produit-là. Donc c'est hyper important de bien les définir, de bien définir les étapes, les échelles de prix, donc avoir du petit prix au très gros prix, d'avoir des contreparties un peu pour chaque cible, les cibles dont on parlait tout à l'heure, cible 1, 2, 3, pour toutes les bourses, sachant que c'est le 20-25 € qui sera le plus acheté en termes de quantité.
Donc, il faut mettre l'accent là-dessus, il faut vraiment que ce soit une offre hyper intéressante. Et il faut réfléchir à ce que cherchent vos contributeurs en achetant, parce que chacun a un motif différent. Les gens du premier cercle, ils vont acheter parce qu'ils vont vouloir vous aider, parce qu'ils vous aiment bien. Donc, ils vont pas mettre 1500 € dans notre campagne, mais ils seront peut-être nombreux à mettre 20 €, 25 €. Ça leur fera plaisir. Ça leur fera plaisir et ça vous fait plaisir. Donc, il y a un échange hyper positif là-dedans. Il y en a qui cherchent à faire une bonne affaire, c'est-à-dire, je vais prendre le pack à 50 € parce que quand ça sortira dans le commerce, ce sera à 200 €, et là, je l'ai à 50 €, donc je vais peut-être même en prendre 2. Donc là, je fais une bonne affaire. Donc, il faut penser à des packs aussi où il y a plein de choses dedans pour un prix raisonnable. Et puis, il y a des gens qui veulent être considérés, qui veulent vivre une expérience, qui veulent être travailler de manière différente. Donc là, eux, il faut leur faire des contreparties où on les considère comme VIP. Donc, on leur donne des contenus exclusifs. On leur donne des choses. Nous, on l'a fait sur plein de choses différentes, mais on a fait vous êtes les gens qui vont accéder à des visites guidées à New York spécifiques, vous êtes des gens qui vont avoir la page de pub dans le guide. Il y a une page de pub, elle est pour vous. Donc là, ça s'adresse en plus à des entreprises. Pour le documentaire, au tout début, on avait fait aussi, vous allez pouvoir accéder à un groupe Facebook, parce qu'à l'époque ça marchait comme ça, exclusif, où il n'y a que vous qui serez dedans, enfin que les gens de cette contrepartie-là, et quand on sera à New York, on publiera régulièrement des actus uniquement pour vous dans ce groupe-là. Voilà, c'est essayer de considérer ces gens-là de manière différente, et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber sur des gens qui vont vouloir le tout, c'est-à-dire qu'ils vont se dire je l'aime bien, je ferai bien une bonne affaire, et puis j'aime bien être considéré, et je vais aller prendre les contributions encore les plus hautes, quoi. Donc, on peut aller jusqu'à des trucs, je ne sais plus pour quelle campagne on avait fait, je crois que c'était pour le premier guide de New York, où on avait une contribution à 15 000 €. Il n'y avait rien dedans, il y avait juste marqué « Merci, Monsieur Stark de Iron Man », parce qu'on se disait, s'il y a quelqu'un qui veut mettre 15 000 €, on le considérera comme notre Iron Man. Ça n'a pas marché, mais c'est bien d'avoir des trucs très chers que personne n'achète, rien que pour valoriser la contrepartie juste d'avant, qui était une page de pub à 500 €, et on en a vendu 3. Donc en fait, voilà, il y a plein de petites techniques, mais ça reste des techniques de communication et de marketing. Hein. Mais tout ça, il faut bien échelonner ces contreparties, parce que c'est vraiment ça le plus important. Et que ce soit du produit, du service, de l'expérience, etc. Évidemment, votre nom générique dans l'ours, etc., remerciements infinis, etc., ça c'est obligatoire dès le départ. Et puis, comme je le disais, le crowdfunding, il faut communiquer. Il faut communiquer le plus possible. Déjà, sur la page que vous allez réaliser sur la plateforme de crowdfunding, il faut que votre message y soit clair, percutant, qu'on comprenne votre projet le plus rapidement possible. Et ça, c'est vraiment compliqué. Quand on parle de soi et de son projet à soi, c'est tout le temps très compliqué de se dire j'ai un paragraphe pour convaincre les gens, mais il faut y passer du temps, il faut l'écrire, le réécrire, etc. Il faut présenter l'équipe, mais vous serez guidé là-dessus, parce que toutes les plateformes aujourd'hui sont un peu structurées de la même façon. Et quand vous remplissez votre page, on vous guide un peu sur à quoi sert le financement, qui fait partie de l'équipe, pourquoi vous faites ce projet, etc. Donc ça vous oblige à de toute façon de produire un contenu qui répond un peu aux premières questions de vos futurs contributeurs. Et voilà, c'est dans ça où il faut aller dans une logique de storytelling, en fait, se raconter le plus possible, parce que vous êtes sur une plateforme où tous les projets sont présentés de la même façon. Donc, ce qui fait la différence, c'est la façon dont vous en parlez et l'explication de pourquoi vous en êtes arrivé là et pourquoi il y a cette campagne aujourd'hui. C'est là où, aujourd'hui, je pense qu'il faut aller très légèrement sur l'IA pour créer le contenu d'une plateforme, d'une campagne crowdfunding, parce que c'est encore rajouter de l'uniformisation dans une page, alors que si vous le faites vous-même, ce sera peut-être mal dit, mais ce sera dit par vous, et ça a beaucoup plus de valeur, à mon sens, pour les gens qui viennent acheter. Et puis, voilà, faut être, quand je dis communiquer de manière transparente, si les gens donnent de l'argent, ils veulent tout le temps savoir où ça va, globalement. Donc, il faut faire le plus possible, dire sur les X milliers d'euros qu'on demande,
on va en affecter telle partie à telle tâche, telle partie à tel projet, telle partie à un, et que ce soit très très clair, parce qu'il n'y a rien de pire. J'en ai vu il n'y a pas longtemps sur des, je crois que c'était sur KissKissBankBank, vraiment des gens qui lancent des campagnes en disant oui, de toute façon, c'est pour financer le voyage. Et on ne sait même pas ce qu'ils vont faire, enfin, il n'y a presque pas de projet autour, et c'est des gens qui arrivent à se lancer et qui passent la première barrière de KissKissBankBank, qui normalement doit faire une sélection en disant ça ne marchera pas ou on vous encourage à ne pas y aller. Donc voilà, et ça, en fait, ça donne 0 à la fin, donc pas de surprise. Et le communiquer, c'est bien, et il faut essayer d'exister partout, par tous les moyens, tout le temps. Et ça se prévoit un peu en amont, c'est-à-dire qu'en amont, il faut déjà prévoir toutes les étapes où vous allez faire peut-être un événement de lancement de campagne, un événement physique ou un événement online, pour dire la campagne est lancée, on y va maintenant. Parce que dès les premiers jours, normalement, vous devez faire entre 10 et 30% de votre chiffre sur cette campagne-là. Donc, il faut du marketing à fond dès le départ. Il faut vraiment que ça y aille très fort. Il faut partager, évidemment, sur les réseaux sociaux, partager du contenu, des mises à jour, des témoignages de gens qui ont déjà donné, ramener de la valeur un peu qui valide le projet par ceux qui ont déjà participé, les coulisses du projet, voire même faire de la pub payante pour diffuser le lien de la plateforme un peu plus largement. Et les événements, même là, j'ai mis une photo, on a fait, je ne sais plus par quel moyen, on avait réussi à avoir un stand gigantesque au Salon mondial du tourisme à Paris pour 0 €. Voilà, c'est la magie du projet, il y en a eu plein comme ça. Et du coup, on a fabriqué un photocall. C'était une grande plateforme en bois sur laquelle il y avait une bâche et un appareil photo au bout avec une autre bâche dans le fond. Et les gens se couchaient dessus et faisaient comme s'ils étaient accrochés à un immeuble. Et puis, on a un pote qui est après devenu salarié, qui adorait le cosplay et qui est venu. Ils étaient deux, un Spider-Man et un Batman. Et donc, dans tout le salon, on s'est baladé tout le temps, cosplay, attirer des gens sur notre stand. Ça partait dans tous les sens. Mais en tout cas, ça faisait du mouvement. On faisait parler de notre projet, notre produit. À l'époque, on avait déjà un guide New York et on faisait le crowdfunding pour le guide Paris qui allait suivre. Donc, l'idée, c'était vraiment, on sait qu'on va faire ce salon-là, donc on va faire feu de tout bois. On va vraiment essayer de parler du crowdfunding en même temps qu'on va vendre notre bouquin, faire un peu d'image de marque, parce qu'on avait un déficit de notoriété aussi à l'époque, etc. Donc, faire vraiment le maximum. Et c'est du système D, c'est-à-dire que potentiellement, on peut le faire avec peu de moyens. Là, c'était vraiment que du bricolage. On avait des ballons à gonfler, Fun Trippers, qui étaient extrêmement mauvaise qualité. Donc les gamins étaient très contents de les avoir sur place. Et 5 mètres plus loin, le ballon explosait. Et on entendait l'explosion et les gamins qui pleuraient et qui venaient chercher un ballon. Mais voilà, en tout cas, ça faisait bouger les choses à tel point que le Salon mondial du tourisme, l'année suivante, nous a dit ce serait bien si vous reveniez quand même. Et malheureusement, on n'a pas pu, mais ils étaient prêts à nous redonner le même stand. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment profiter de tous les endroits où vous allez aller pour parler du crowdfunding et faire du rebond là-dessus. Voilà. Et puis, il n'y a pas de secret, la vidéo, faire une bonne vidéo qui donne à la fois en moins d'1 minute votre état d'esprit, le projet et qui vous êtes, ça marche, c'est sûr. Je peux vous mettre un petit exemple hyper rapide de ce qu'on avait fait pour le lancement de notre guide sur Londres. Ah, il n'y a peut-être pas de son par contre. Moi j'ai du son, mais je pense que vous ne devez pas en avoir, si. Bon, son en son, c'est les Beatles.
Voilà. Donc, c'est pas très compliqué en soi. On avait la chance d'avoir des amis qui sont forts en montage, donc ils nous ont bien aidés là-dessus. Voilà, c'est écrit en une demi-journée, tourné en une demi-journée, et puis on est en ligne rapidement. C'est toute l'équipe hein, de Fan Trippers qui était à l'affiche de ce truc-là. Mais ça marche bien, parce que c'est plutôt court. On comprend tout de suite que c'est des gens qui se prennent pas trop la tête, mais qui font des trucs sérieusement. Et on a envie d'en savoir plus. Et ça a bien marché, on a eu des très très bons retours sur ce genre de vidéos. Donc ça, c'est à faire le plus possible. Et de toute façon, c'est pareil, les plateformes aujourd'hui, elles vous engagent à mettre une vidéo dès le haut de votre page de campagne. Donc, comme je disais, il faut exister et il faut avoir en tête que on n'existe jamais trop. Il faut être partout le plus possible. Il faut se mettre aux relations presse. Il faut écrire des communiqués de presse, les envoyer à des journalistes, donc avoir une liste de journalistes sous la main potentiellement. Même si c'est pas fait dans les règles habituelles, etc., c'est bien que ce soit diffusé au maximum. Il faut prévoir des emailing. Ça, faut le faire aussi en amont le plus possible. Des acteurs de votre secteur, de votre métier, des gens que vous voulez démarcher une fois, deux fois, trois fois, votre audience normale, faire des newsletters régulières sur où en est la campagne. On a toujours besoin de vous. Relancer des gens qui ont déjà donné en les transformant en gens qui peuvent faire rebondir votre campagne auprès d'autres gens. Enfin, bref, en gros, voilà, c'est quand je dis faites feu de tout bois, c'est vraiment ça. Quitte même à, en amont de la campagne, s'inscrire à participer à des forums, des groupes, des boucles, Telegram, ce que vous voulez dans votre métier. Participer, donner de l'information, et puis le jour où vous lancez votre campagne, c'est une information en plus que vous donnez à ces gens-là. Vous allez aller toucher un peu plus de gens, quoi. Donc là, voilà, il faut vraiment tout faire et le faire en masse, parce que la règle, mais je la vérifie même pas, parce que c'était plus que ça, mais un journaliste, il faut qu'il soit contacté au moins 7 fois avant de commencer à étudier votre message. Donc, il ne faut pas avoir peur de matraquer. C'est pareil pour les messages sur les réseaux sociaux auprès de votre audience habituelle. Faut tout le temps penser que quand vous postez un message sur un réseau social, il n'y a que X% des gens qui vont le voir. Donc, si vous le postez 10 fois, au bout d'un moment, peut-être qu'il y a une grande partie de votre audience qui va le voir, mais vous avez l'impression de saouler les gens, de matraquer, alors qu'en fait, les gens ne voient pas vos publications. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Voilà. Donc là, c'est un exemple, une photo. C'est Nico, mon associé sur Fan Trippers, où on a été contacté au moment du guide de Londres par Antoine Decaune sur Pop Pop à France Inter, où il a fait une longue interview de Nico sur le projet au moment de la campagne de crowdfunding. Là, autant vous dire que ça a bien relancé le projet à ce moment-là, parce qu'on est pile poil dans Antoine Decaune, l'Angleterre, la pop culture, c'était pile poil notre sujet et notre audience. Donc là, c'est hyper intéressant. On parlait tout à l'heure des moments dans la campagne où il faut relancer les choses. Une campagne de crowdfunding, c'est tout le temps, il y a tout le temps des phases qui sont quasiment tout le temps les mêmes. Et il faut savoir les aborder intelligemment. Donc le lancement, on en parlait tout à l'heure, c'est une fois qu'on a lancé la campagne, motiver tous nos proches, cercles proches, qu'ils ont commencé à donner, etc. Normalement, la campagne, elle doit commencer assez fort. Et qui dit commencer assez fort, à un moment donné, ça va s'essouffler. Et sachant qu'une campagne, ça dure entre 30 et 45 jours, selon les campagnes, au milieu, on a le fameux ventre mou. Et il est plus ou moins long selon la durée de votre campagne et selon le démarrage en fanfare que vous avez fait. Mais c'est tout le temps la période la plus compliquée parce que pendant quelques jours, on se dit oh, si ça continue comme ça, dans 4 jours, on a fini et c'est bon. Et puis, on a 20, 30 jours au milieu
où il y a des jours sans contribution et des jours sans rien. Et ça, mentalement, c'est hyper compliqué à vivre, surtout quand on commence à se dire, on est à 25-30% de la campagne, on a déjà eu une grande partie, et puis il manque quand même l'essentiel, on va jamais y arriver. Donc ça, il faut l'avoir en tête dès le départ, comme ça on sait que ça va arriver, et on peut le prévoir. Donc on peut se dire, ah, au moment où ça arrive, c'est là où j'aurais déjà lancé toutes mes listes aux journalistes, où j'aurais lancé les mailings aux gens qui ont déjà donné pour dire qu'ils parlent de la campagne à d'autres qui n'ont pas encore donné. Je vais relancer les gens. On va faire des actions spécifiques sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là qu'on a tel salon. C'est à ce moment-là qu'on peut caler plein de choses pour que ce d'entre nous soit le moins mou possible et continue de progresser un petit peu. Et en général, bon, ça reste assez compliqué jusqu'au dernier jour, où là, on fait encore au moins 20% de la campagne dans les tout derniers jours. Et c'est normal parce qu'on se remet aussi nous-mêmes dans le projet à ce moment-là en disant ah, faut qu'on y arrive, quoi. Faut que ça marche, donc il faut que je relance machin, il faut que j'appelle machin. Et moi, j'ai eu plein d'exemples où je rappelais pour la 70e fois une personne qui me dit ouais, je donnais. Et 2 jours avant, il fait ah, tu fais bien de me rappeler, j'avais complètement oublié. Et en fait, il est content que je le rappelle. Et c'est arrivé plein de fois. Donc, faut vraiment pas avoir peur de ce rabâchage un peu là, parce que c'est dans ces derniers jours-là où tout se passe. C'est là où il faut faire de la communication tous les jours. Là, vraiment, on n'est plus dans les phases de départ de la campagne, c'est vraiment de la com tous les jours. Refaire des relances personnalisées, créer le sentiment d'urgence. Sans vous, on n'y arrivera jamais. C'est dans 2 jours, c'est fini. Il nous manque 3%. Voilà, faut aller au plus pour pouvoir passer le cap. Et en général, pour mon cas, en tout cas, ça a tout le temps fonctionné, voire un peu dépassé même. Alors après, les campagnes qui dépassent beaucoup, c'est quand même des exceptions. En général, c'est parce qu'il y a eu un engouement autre sur le sujet, c'est le bon sujet au bon moment qui fait que, ou une grande marque. Bon, en général, du coup, le travail paye. Je mets un petit mais quand même, parce qu'il faut quand même penser que le temps, c'est de l'argent, et que le temps que vous allez passer à préparer la campagne, il faut bien compter pour une première campagne entre 1 et 3 mois avant à bien tout penser, tout préparer, les fichiers de contact, les éléments graphiques, la vidéo, la communication, les cibles, les mailings, etc. Donc ça peut être très long. Et après, une fois qu'on est habitué, ça peut être très rapide. Les dernières campagnes que j'ai montées, on les a fait en 2 jours. Donc on était passé au mode industrialisation de la campagne de crowdfunding, quoi. Donc la durée de 30 à 45 jours, à vous de la déterminer en fonction de votre cas, c'est-à-dire est-ce que je peux tenir 45 jours, est-ce que au moment où on va la lancer, il y aura des vacances scolaires, les gens seront plus ou moins là, est-ce qu'il y a des éléments extérieurs qui font que vaut mieux faire 45 que 30? Ça c'est à voir. Moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut faire assez court maintenant. Les gens n'ont pas une capacité à se focaliser très longtemps. Et puis il y a le suivi post-campagne, parce qu'on l'oublie souvent, mais les gens ont acheté des choses, donc il faut les fabriquer, les préparer, les envoyer, si jamais il y a du physique à faire, les remerciements, récupérer l'argent, et bien l'investir pour commencer son projet, parce qu'en fait, au moment où ça se termine, c'est très bien, mais c'est là où tout commence, en fait. Parce que les gens ont payé pour que ça commence. Ça commence ce jour-là. Et puis, l'argent, c'est de l'argent aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face, comme je disais au début, c'est que une campagne de crowdfunding, il faut investir pour qu'elle aboutisse. La création de contenu, selon vos compétences, soit ça va vous prendre du temps, soit ça va vous coûter de l'argent. Mais il va falloir produire à un moment des contenus un peu convaincants. En termes de communication, c'est pareil, il faut penser à tous ces petits détails, toutes ces petites dépenses. J'ai pris un peu de pub sur les réseaux sociaux, j'ai acheté pendant 2 mois un logiciel de emailing pour envoyer des mails. Voilà, j'ai investi dans la création d'événements, j'ai fait une bâche, j'ai fait un truc, et donc ça coûte de l'argent. Et puis il faut financer les contreparties, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même avoir ça en tête. Donc voilà, en résumé, le résultat dépend souvent de l'investissement des gens qui lancent la campagne, globalement.
Je crois que j'ai fini. Voilà. Merci Anthony, merci pour ce partage d'expérience. Est-ce que vous avez des questions à poser à Anthony par rapport à toute cette expérience? Moi, j'ai une question, c'était par rapport à... Tu dis que tu as récupéré 11 000 €. Au final, le bénéfice net de ce que tu as, tu as pu le calculer précisément? C'était très très variable parce qu'en fonction des investissements de chaque campagne, c'est très très différent. Puis parfois tu fais des mauvais choix. Mais en gros, déjà t'enlèves facilement 30%. Ouais. Globalement. Sachant que tu vois, par Entre exemple, les contreparties, toutes les chantages. Et on a eu même des expériences où on a fait des paris parfois, en se disant on va faire une parution, par exemple pour le Guide Paris, on a fait une parution dans Paris Zigzag, qui est un magazine gratuit diffusé à Paris, grosse audience, pile poil notre audience, parution dans le bouquin, plus sur leur site, plus réseaux sociaux, etc. On s'est dit, ils ont une grosse communauté, ça va le faire. Ça nous a coûté 2 000 €, ça nous a rapporté une contribution. 125 €. Donc, perte sèche. Voilà. Mais sans tester, on ne sait jamais. Voilà. Ouais, c'est un bon outil de communication, même sans parler du contenu de ce que tu gagnes. Ouais. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu sais s'il y a des exclus sur les campagnes? Pas faire une campagne qui se manque plus l'associer à d'autres, c'est des exclusivités. Souvent, de toute façon, ils vous demandent d'être que sur leur truc. Et si vous êtes amené à en faire plusieurs, ils aiment bien s'inscrire dans le temps long avec vous. Ce qui peut être vraiment une bonne chose. Hein. Nous, on a eu des super relations avec ce qu'ils en vendent, notamment. C'est pour ça que le jour où on a dit on va peut-être retourner chez Ulule, ils ont fait on va s'arranger, on va réfléchir ensemble à ce qu'on peut vous faire. Et du coup, ils nous ont mis en place vraiment des choses, parution dans la newsletter hebdomadaire, en première zone de la newsletter, première page du site. Ils faisaient de la com sur leurs réseaux sociaux, pareil, ils avaient 1,5 million d'abonnés. Enfin, c'est quand même, ça peut déclencher des trucs, quoi. Tu as une question sur le chat. Je voudrais savoir comment vous avez choisi les contreparties et comment gérer leur fabrication. C'est le plus compliqué. Non, c'est vrai, c'est le plus compliqué parce que nous, les contreparties, la majorité des contreparties contenaient le produit qu'on voulait produire. C'était des guides. Donc ça, c'était assez facile, mais c'est pas suffisant du tout. Donc on a fait beaucoup de goodies. On a fait des badges, des pins, des flyers, des cartes postales, des posters. Je pense qu'on a fait tout le truc des goodies sans jamais trouver vraiment le bon truc où on se dit ce goodies-là, ça décuple le truc. C'est plein de petites choses qui font qu'on peut passer d'un palier à l'autre parce que je vais quand même prendre ça. On a eu, dans les choses dont je disais au début, avoir les gens autour de soi qui peuvent déclencher des choses dans la campagne. On a eu la chance, mon associé Nico est dans le monde de la BD depuis très longtemps, il connaît plein d'auteurs de BD. Et pour un guide New York, on avait dans les contreparties des paper buildings, donc des buildings à monter de la caserne de Ghostbusters, l'hôtel, l'immeuble de Friends, etc. Mais dessinés par des auteurs de bande dessinée, Jean-Louis Tripp, et j'ai oublié son nom, il y en avait 3, qui sont des auteurs assez reconnus et qui nous ont fait ça par amitié. Donc c'est cool parce que ça donnait de la valeur à nos contreparties, alors qu'on avait, là pour le coup, c'était un PDF qu'on envoyait aux gens pour l'imprimer. Donc c'était 100% de rentabilité pour un truc qui fait plaisir aux gens. Donc c'est plein de petites choses comme ça, mais c'est là où il faut faire vraiment le tour de tout ce qui est possible, trier 90% de ces idées-là et essayer de garder que les meilleures. Mais on a fait des tonnes d'essais et il y a peu de choses qui est vraiment déterminant. C'est plutôt, à chaque campagne, si on fait des choses différentes, c'est mieux. On a fait des concours pour gagner des voyages aussi, par exemple. Où à chaque niveau de contrepartie, on augmentait ses chances de gagner au concours. Ça marche, mais vous dire que c'est ces éléments-là qui ont fait que les gens sont passés d'une contribution de 25 à 30, on ne peut pas trop savoir. Elle te remercie en tous les cas. Est-ce qu'on passe à Margot quand même? Oui, merci Anthony. Donc on va passer à Margot Ségré de J'adopte un projet.
pour justement qu'elle nous donne ses petits conseils, ses petites astuces pour réussir la campagne de crowdfunding. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, bon, Anthony, il a abordé beaucoup de sujets. Merci Anthony, c'est hyper riche en plus d'avoir un retour d'expérience du coup d'un porteur de projet. Moi, je vais surtout du coup présenter aussi notre plateforme et peut-être les spécificités qu'elle présente par rapport à d'autres plateformes existantes de financement participatif. Alors, je vais essayer de vous partager ma présentation. J'espère que ça va marcher. Oups. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est très bien, Margot. Ok, Merci. super. Alors, je ne vais pas forcément revenir du coup sur le type de plateforme, puisque Anthony l'a déjà un peu abordé. Peut-être juste vous dire que vous avez en tout cas pas mal d'infos qui peuvent être intéressantes si jamais vous vous interrogez justement sur le type de plateforme sur lequel monter votre campagne. Vous avez beaucoup d'infos sur financeparticipative.org, notamment sur les différents types de plateformes, donc de dons, de prêts, d'investissements. Enfin, voilà, ça c'est des questions que vous pouvez vous poser, ou des plateformes généralistes, géographiques, thématiques. Mais pour bien choisir la plateforme la plus adaptée à votre projet, je vous conseille quand même d'aller voir ce site qui est quand même une mine d'informations sur le sujet. Pour revenir du coup sur nous, sur J'adopte un projet dans ce paysage du coup des plateformes de financement participatif. Alors, les spécificités de J'adopte un projet, il y en a plusieurs. La première, c'est que d'abord, on est une association, en fait, on est une petite association de loi 1901. Donc déjà sur le format, on est quand même assez particulier. Donc c'est une plateforme associative qui a donc été créée en 2014, en fait, qui a été créée par les acteurs de l'économie sociale et solidaire, que ce soit France Active, la CRES, les Cigales. C'est vraiment un projet collectif qui a été dessiné donc, par ces acteurs pour soutenir les initiatives localement. Donc là-dessus, c'est déjà une des spécificités et ça crée aussi un peu l'ADN de notre projet. On est une plateforme régionale, donc ça aussi, c'est une autre spécificité qui est importante, c'est-à-dire qu'on est uniquement pour les porteurs de projets donc, qui sont installés sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc au départ, c'était vraiment, en 2014, c'était sur le territoire de Poitou-Charentes, puis avec l'agrandissement des régions, donc le projet s'est agrandi. À la base, on était uniquement sur Poitiers. Il y a une antenne qui a été créée du coup à Bordeaux, une à Limoges et une à La Rochelle. Aujourd'hui, on est 4 personnes, donc réparties sur ces différents territoires, ce qui nous permet vraiment d'être aussi au plus près chacune des porteurs de projets qu'on accompagne. Après, sur des choses qui sont plus communes à d'autres plateformes de dons, c'est qu'on a une plateforme donc, de dons avec contrepartie, mais ça, Anthony est pas mal rentré dans le détail, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc il y a vraiment les dons à contrepartie et les campagnes de pré-vente, qui sont un peu deux campagnes différentes, ce qu'Anthony a pu présenter. On fonctionne donc sur le principe du tout ou rien. Pareil, ça a été un peu présenté. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un objectif financier que vous avez fixé sur votre campagne. Mais alors, peut-être un point important, c'est que c'est aussi là pour établir le lien de confiance entre le porteur de projet et le contributeur, parce que le porteur de projet, il s'engage pour un montant, pour un certain montant, à mettre en place un certain projet. Et quelque part, s'il n'atteint pas ce montant, ça veut dire que derrière, il ne pourra pas réaliser son projet. Donc, c'est un peu là aussi pour établir ce lien de confiance. Donc on a une commission de 8%, donc on en a parlé aussi, qui recouvre du coup pour nous les frais financiers et l'accompagnement. Et la grande spécificité de J'adopte un projet par rapport à d'autres plateformes, en plus d'être donc régionale et associative, c'est aussi de proposer du coup vraiment un accompagnement sur mesure pour les porteurs de projets. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement, on n'est pas du coup uniquement une interface virtuelle, on est vraiment... On accompagne en fait chaque porteur de projet sur le territoire. Nous, on est au plus proche, donc sur les différents territoires d'accompagnement, et on les accompagne du coup en amont, durant et après. C'est un peu tout ce que tous les différents axes dont a parlé un peu Anthony. Donc c'est le travail sur les réseaux, sur la stratégie de communication. On fait vraiment du cas par cas et selon les porteurs de projet, voilà, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 rendez-vous en virtuel ou en physique selon les territoires, pour vraiment aider à l'écriture du projet, au travail sur les contreparties, à la définition de l'objectif, à la relecture de la page. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on fait du coup sur les porteurs de projet et qui permet d'avoir la campagne, on espère, la plus efficiente possible. Sur ce point, voilà, c'est vrai qu'Anthony l'a dit, c'est aussi la campagne, c'est vraiment beaucoup de temps d'investissement. L'idée, c'est que les gens ne viennent, enfin, en tout cas sur notre plateforme, les gens viennent peu par hasard sur la page. C'est vraiment les porteurs de projet qui doivent aller chercher leur propre réseau. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire sur votre réseau. Donc comme Anthony l'a dit, sur le cercle 1, le cercle 2 et le cercle 3 qui est le plus dur à aller chercher et sur lequel il va falloir imaginer
le plus d'actions possibles en direct sur les réseaux, mais le plus d'actions possibles de communiqués de presse pour aller chercher ces réseaux qui ne sont pas encore existants. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est long, effectivement, qui peut être fastidieux, mais qu'il faut aussi voir comme une montée en compétences un peu plus globale sur la stratégie de communication du projet, quelque part. Ce travail qui est fourni sur la campagne de financement participatif, il sera quand même utile globalement sur votre projet pour lui donner de la visibilité, pour travailler sur cette stratégie de communication. Donc, il faut aussi voir ce travail un peu comme un travail de fond, en fait, sur le projet et pas uniquement peut-être comme un travail sur le financement participatif. C'est vrai que sinon, ça peut être un peu frustrant, tout ce temps, tout cet investissement pour la campagne. Dernier point, on a un outil qui est complémentaire avec les autres dispositifs financiers. Donc, souvent, nos porteurs de projets, en même temps qu'ils vont aller chercher un financement participatif, ils vont aussi aller chercher un prêt bancaire, ils vont avoir un apport personnel. Enfin, voilà, c'est vraiment un outil supplémentaire de mobilisation de fonds. Et nous, en plus, on travaille beaucoup en réseau, du coup, avec les partenaires du territoire, donc que ça soit France Active, même que ça soit certaines banques. Donc, on est vraiment, voilà, on est aussi sur une échelle plus réduite, donc on est vraiment sur une échelle de réseau, de maillage du territoire, et c'est aussi la spécificité de J'adopte. Alors, du coup, les prérequis pour faire une campagne sur J'adopte un projet, le premier prérequis, on en a parlé, c'est vraiment d'être basé en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est indispensable. D'avoir un projet qui est déjà suffisamment construit, suffisamment formalisé pour en être au stade du financement participatif. Ça, c'est un peu ce dont a parlé aussi Anthony. Et alors, un autre prérequis qui est peut-être plus original par rapport à d'autres plateformes, c'est vraiment de répondre aux enjeux de transition écologique et sociale et d'avoir un impact sur le territoire. Donc ça, c'est aussi lié à l'ADN de J'adopte un projet qui a l'ADN qui a été créé par les structures de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, avoir un impact sur le territoire, c'est-à-dire peut-être que des campagnes comme celle qu'a montée Anthony, qui est allé vraiment chercher du grand public à l'échelle plutôt nationale, effectivement, ça ne serait pas forcément des campagnes qui auraient un intérêt à passer par J'adopte. Nous, on est plutôt sur un réseau, il faut qu'il y ait quelque part un impact spécifique sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, même si ça peut aller plus loin que le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est un point important aussi. Et aussi, peut-être une spécificité, c'est aussi de s'inscrire dans un parcours de l'accompagnement où, quelque part, on garantit en fait aux citoyens, aux contributeurs, une double validation du projet, puisqu'on demande que le projet soit inscrit, soit validé par un autre partenaire. Alors, ça peut être une banque qui a eu un regard sur le plan de financement du projet et qui dit que voilà, qui est d'accord sur la viabilité, sur la longévité potentielle du projet. Donc, on a en fait ce double regard qu'on demande aux porteurs de projet, une double validation. Aussi vis-à-vis des citoyens pour que le projet se réalise bien et qu'il soit bien pérenne. Et le dernier point, le point important, on en a pas mal parlé aussi, enfin Anthony en a pas mal parlé, c'est vraiment d'avoir une identité visuelle ou tout du moins en cours de construction, parce qu'on voit bien sur les campagnes, et c'est ce que disait Anthony par rapport à la vidéo, mais sur les campagnes, ce qui est aujourd'hui essentiel, c'est vraiment le visuel. Donc on demande vraiment à nos porteurs de projet de réfléchir et d'anticiper cette question-là, d'emmagasiner une base de données de photos, de visuels, et si possible, effectivement, de vidéos, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux, mais de bien avoir en tête cet aspect visuel, logo, enfin vraiment de travailler cette partie communication. Alors, nos campagnes, elles sont un peu plus longues peut-être que celles dont parlait Anthony, 45-60 jours, mais ça dépend beaucoup des porteurs de projets. En général, c'est plutôt 45 jours, effectivement, et puis ça peut parfois s'étendre à 60 jours de façon un peu plus exceptionnelle. Et le montant moyen des contributions sur J'adopte, il est un peu plus important, il est de 80 €, pour avoir un peu des chiffres clés. Alors, je vais parler aussi très rapidement. Alors, l'équipe de J'adopte un projet, c'est, voilà, on est 4, et donc il y a Justine qui est à Poitiers. Moi, je suis donc sur les territoires de Corrèze, Vienne, Haute-Vienne, Charente et Creuse, pardon. Et Delphine qui est à La Rochelle et Sarah qui est à Bordeaux. Donc la spécificité dont j'ai parlé, c'est l'accompagnement. Pour que vous compreniez bien ce que c'est que l'accompagnement, bon, j'en ai un peu parlé, mais l'idée, c'est d'avoir un premier accueil, on a toujours un premier temps d'échange avec les porteurs de projets, c'est-à-dire qu'ils nous expliquent leur projet, leurs objectifs, on essaie de définir avec eux un peu le calendrier, parce que le calendrier, c'est effectivement aussi un peu le nerf de la guerre sur une campagne. Il faut vraiment lancer la campagne à un moment où on a de la disponibilité, parce que c'est du travail tous les jours de remerciements des contributeurs, de posts sur les réseaux, de mails, donc c'est vraiment un temps sur lequel il faut être quand même disponible et ouais, au taquet sur la campagne, c'est hyper important. Ensuite, on a un atelier, nous, qui est un atelier collectif avec les différents porteurs de projets de formation, en fait, de formation sur cet aspect de communication, de stratégie de communication. Donc ça, c'est un peu les différents aspects qu'a pu présenter Anthony. Et après, on a des entretiens individuels, ça peut être 2, ça peut être 3, ça dépend vraiment des porteurs de projets, de là où ils en sont. Et un entretien de suivi à ma campagne.
Et ensuite, c'est un échange bilan à la fin de la campagne. En gros, ça se passe un peu comme ça, l'accompagnement personnalisé. Je voulais juste vous parler rapidement. Je ne sais pas s'il y a des porteurs de projets qui sont vraiment concernés aujourd'hui, mais quand même, c'est un dispositif important qu'on a mis en place depuis 2023 qui s'appelle l'abondement participatif. Et l'abondement, en fait, c'est... Alors, la difficulté peut-être, c'est réservé aux porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça va être les structures qui sont sous forme associative, SCOP, SIC ou fondation. Mais l'idée, c'est vraiment de réunir des partenaires financiers divers. Donc, vous allez avoir d'un côté les citoyens, les collectivités et la région Nouvelle-Aquitaine. En fait, à chaque euro qui sera versé par un citoyen, de l'autre côté, vous aurez 1 euro supplémentaire qui va être versé par les partenaires, donc par le partenaire collectivité, par le partenaire région Nouvelle-Aquitaine, ou même parfois par des partenaires privés. Donc, c'est-à-dire que sur des campagnes, vous avez parfois des dons citoyens qui vont être multipliés par 2, par 3 et même parfois par 4 selon le nombre de partenaires qu'on aura sur les dispositifs. Aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont donc à l'échelle régionale ou à l'échelle des collectivités, donc qui sont réservés aux porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire, mais ça fait vraiment parfois une vraie différence, bien sûr, sur les campagnes. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas non plus à me recontacter pour que je détaille un peu les différents dispositifs existants sur leur territoire ou sur leur thématique. Voilà, là, j'ai un peu mis les différents appels à projets, mais on voit qu'il y en a sur la région Nouvelle-Aquitaine, sur Limoges Métropole, sur Grand Angoulême, sur Grand Poitiers, sur la ville de Bordeaux. Voilà, il y a plusieurs dispositifs qui existent et dont on pourra parler plus en détail pour ceux qui seraient intéressés. Quelques chiffres clés très rapidement pour la plateforme. Donc nous, on est une petite plateforme, vous l'avez compris, hein, on est 4, donc ça reste à une échelle tout à fait différente de Ulule et KissKissBankBank. On est associatif, c'est un fonctionnement complètement différent. On accompagne donc 98 projets chaque année environ, avec en moyenne 53 contributeurs donc, sur les campagnes, donc 65 projets de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Hein. On accompagne également des projets qui sont vraiment de l'économie conventionnelle. Un taux de réussite qui est à 87% et un don moyen qui est à 81 €. Sur les thématiques qui sont les plus référencées sur notre plateforme, donc on va avoir en premier donc vraiment l'agriculture et l'alimentation, qui revient sur 18,4% des projets, la culture et la social santé et bien-être. Voilà, j'ai essayé de faire un peu vite, je ne suis pas rentrée du coup dans toutes les questions de stratégie de communication qui avaient vraiment été abordées en profondeur par Anthony, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis si vous voulez nous présenter votre projet plus en détail à l'occasion, ça sera avec plaisir. Ouais, j'ai une petite question. L'abondement, ça reste considéré comme des dons à la fin? C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'abondement qui est fait, par exemple, par la région, ouais. L'euro qui est donné par la région est considéré comme un don, c'est pas une subvention. Ouais, non, c'est ça. Une autre forme, ouais. moi, c'est. Ouais, c'est ça. Et alors oui, je ne l'ai pas dit, mais du coup, la commission qui est prise par la plateforme, elle n'est pas prise sur la part de l'abondement, elle est uniquement prise sur la part citoyenne. Ok. Oui, ça peut être un dispositif super intéressant pour des projets. Ça fait vraiment des campagnes qui vont parfois facilement jusqu'à 15 000, 20 000, alors que, effectivement, sinon la moyenne, elle est plutôt autour de 5 000 sur des campagnes plus classiques. Ouais. Merci beaucoup, Margot, pour tous tes conseils sur le financement participatif. Merci pour cette belle présentation de J'adopte un projet. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Margot? Séverine, je vous passerai les coordonnées de Margot, vous pouvez les échanger. Margot, si tu veux mettre ton mail. Avec plaisir, ouais. Je vais envoyer tout de suite mes coordonnées. Ouais. Super. Comme ça, vous pourrez parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On dirait que non. Non, c'est top. Écoutez, sachez que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez toujours le revoir sur notre chaîne YouTube de Néologie. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de le revoir. Et puis, je vous souhaite une très belle journée à vous tous et merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci. Merci à tous. Bonne journée.